Bon, c'est vendredi. Et c'est le Friday Friday Live numéro 94. Val-de-Marne. Ça va, Jérém? Jérémy? Ça va, Cali? Donc, tout le monde est là. Tout le monde est là et on vous souhaite la bienvenue donc à Gardena, en Californie, au headquarter des SoCal Frenchies, donc atelier de spécialisation américaine, muscle car et autres curiosités automobiles. Ah ouais? Ah ouais. Il est en forme aujourd'hui là. Et ben c'est bien. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a à montrer? Cette semaine, on a plein de trucs. Donc on a des voitures qui sont arrivées, qu'on va vous montrer, donc des bagnoles qui sont disponibles à la vente. On a des voitures qui ont bien avancé. Et nous avons aussi vos rubriques qui vont être le comment ça marche avec ce superbe châssis. Donc, donc tu vas nous expliquer comment ça marche. Voilà, donc là je vais vous faire une petite explication sur la suspension en règle générale et là plus particulièrement sur la suspension pneumatique. Et oui, puisque ça c'est un châssis sur lequel nous allons greffer. Voilà, donc j'ai ressorti les reliques, voilà, tu as pu voir. J'ai ressorti du grenier nos reliques parce que là, il va arriver un moment où il va falloir qu'on s'y mette. Donc j'ai ressorti la cabine qui avait été préparée il y a 3 ans. Hein, donc j'avais fait toute la tôlerie, j'avais traité tout, repeint l'habitacle, etc. Donc la cabine était prête à être reposée. Et la mécanique, pareil, on va commencer à le décortiquer, puis j'aimerais bien le mettre sur le châssis. Donc j'espère qu'on va avoir du temps pour au moins faire un petit mock-up, comme on appelle ça, c'est-à-dire assembler les éléments pour voir un peu comment tout ça s'assemble. Impeccable, donc ça va être super intéressant. Et notre ami Jérém, aujourd'hui, tout à l'heure, il va coiffer son béret pour le petit interlude historique. Et aujourd'hui, de quoi s'agira-t-il? On va Tu vas t'agiter de quoi? De la Ford GT 350. Bien. Voilà. Donc une voiture qui n'a pas été assez rare en France. Voilà. Ouais. Donc il n'y en a pas eu beaucoup. Des vrais. Donc, ouais, des vrais. Donc on va parler un peu de ça. On va parler de ça. Très bien. Ok, bah écoute, on va commencer dans l'ordre. Alex, qu'est-ce que tu suggères au niveau de l'ordre? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse nos arrivées de la semaine, hein, présenter le nouveau matériel chez les SoCal Frenchies. Donc, on a reçu 3 belles autos. Donc là, il y en a une, on l'a survolée la semaine dernière. On va vous la remontrer plus en détail. Puis après, on a 2 nouveautés. Hein, une Mustang tout droit sortie des années 60. Ouais. Hein, elle a voyagé dans le temps. Donc, une time capsule, comme on appelle ça. C'est une voiture toute d'origine qui n'a jamais été vraiment trop modifiée. Donc il y a eu quelques petites améliorations, quelques petites choses de fait, mais une voiture dans un état absolument incroyable. Ouais. Bah, comme on aime. Voilà. Black plate, soubassement d'origine. D'origine, pas de rouille, pas d'accident, pas de patch, pas de bidouille, cataforest friendly en dessous. Voilà, la vraie bonne base, la vraie Mustang bien solide, bien sèche. Donc voilà, donc on a ce très beau modèle. Hein, avec son intérieur parchemin D9, parchemin / palomino. Palomino. Voilà, donc les sièges sont couleur parchemin et l'intérieur, donc la moquette, la couleur s'appelle palomino, donc c'est couleur parchemin et puis un beige. Voilà, vraiment original. La couleur donc d'origine, c'est une couleur donc c'est bronze en fait d'origine, donc c'est le code P, mais elle a été repeinte. Ouais, c'est le seul écart. C'est pas tout à fait la couleur d'origine, c'est plutôt un espèce de beige maintenant. Voilà. Voilà la bête. Bon, on va vous montrer aussi un petit avant-après, puisque vous voyez souvent les moteurs quand ils sont après, donc on va vous montrer ce que c'est qu'un moteur avant. Jen, fais attention de ne pas être ébloui par les chromes. Faites bien gaffe parce que là, ça va shiner. Oh ouais, ça c'est vraiment le truc dans son jus. Comme on dit, dans son jus, hein, bah voilà, c'est ça. Jamais vraiment touché, c'est tous ces éléments d'origine. On a la pompe à air du système de dépollution californien. Donc c'est ce qui nous rajoute, comment on pourrait dire, qui nous certifie, voilà, que c'est bien une voiture californienne parce qu'elle a son système de dépollution. Donc ça, il est là, il est branché, il fonctionne, donc c'est incroyable. Donc c'est rigolo, mais ça sert à rien. C'est une black plate, le DSO 71 aussi, qui veut dire qu'elle a été vendue ici neuve à Los Angeles, Santa Monica Ford. Et vous voyez aussi
Donc quand vous regardez souvent dans les VIN, vous avez le code, les premiers chiffres. Et en fait, quand il y a écrit R, ça veut dire qu'elle a été fabriquée à San José, en Californie, un petit peu plus au nord, du côté de San Francisco, là-haut. Donc c'était l'usine en fait de San José. Ah, c'est pas un petit peu plus au nord, oui, c'est vraiment largement vraiment au nord, du côté de San Francisco. Voilà, donc voilà pour cette petite caisse. Donc nous sommes en contact avec Philippe. Philippe, que je viens d'avoir il y a quelques instants en visio. Et on est en train de réfléchir peut-être pour faire une caisse sur mesure avec des éléments en fonction de ce qu'il aime. Voilà, donc il faut que je dégage. D'accord, je me dégage. Elle préfère voir l'automobile que son mari, qu'elle ne voit que trop souvent. Alors, on va faire, donc, souvenez-vous de ce que vous venez de voir. Et maintenant, regardez ce qui se passe ici. Donc là, ça nous permet de faire une petite transition sur la bagnole de notre ami Eric. Voilà. Donc là, Eric. Alors Eric, je ne l'ai pas posté, mais je vais le poster juste après le live. Donc la voiture a fait ses premiers tours de roue. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible. Tu peux pas rouler, il n'y a pas de pare-brise, il n'y a pas de portière, il n'y a rien. Mais si, moi j'aime bien rouler quand il n'y a pas de pare-brise, il n'y a pas de portière. C'était juste pour rigoler, juste pour voir si la boîte, tout ça fonctionnait, si la suspension réagissait bien. Bon, la voiture se comporte bizarrement parce que, elle a besoin d'un alignement, donc les roues sont un peu comme ça devant. Et de deux, il n'y a pas de poids. Donc la voiture, c'est rigolo. Elle est vachement haute, donc sa suspension, elle ne travaille pas de la bonne façon. Mais bon, c'était rigolo d'aller faire un tour. Moi, j'aime bien ces trucs un petit peu insolites. Faire des tours sur des châssis pour ceux qui suivent, ou faire des tours dans des voitures qui sont absolument déshabillées. Donc voilà, la voiture a été entièrement en mécanique finie. Freinage, suspension, moteur, boîte, et je vais même faire mieux que ça, je vais vous la démarrer. Donc on avait mis un siège quand même, parce que bon, rouler sur un bidon, c'est bien quand on a 20 ans, maintenant je suis vieux. Donc là, moteur tapé, il y a une cam, et ça marche très très fort. 351 Windsor, donc arbre à cam assez agressif. Taux de compression, j'imagine qu'il a été modifié, il a été augmenté aussi. Non, vraiment un petit moteur vraiment cool. Bon, ça marche, ça répond bien, c'est vraiment homogène avec le reste de la voiture. Là, j'ai pas vraiment pu l'essayer parce que bon, là, voilà, j'ai fait un petit aller-retour. Mais bon, je pense qu'il va être content, notre ami Eric. La ligne MagnaFlow, elle fait un son incroyable. Super. Vraiment. Eric, on l'a fini ou on te l'envoie comme ça? Voilà, donc là, elle est prête. Alors, comme tu vois, on a mis des roues. Des rollers. Voilà, on n'a pas mis tes belles roues pour l'envoyer en carrosserie. Donc, voilà. C'est quand même cool. Avec les petits pneus secs et pas de poids, c'était rigolo. C'était rigolo. T'as absolument aucune adhérence, aucune motricité, zéro. Mais bon, c'était rigolo. Donc là, après, à partir en peinture, on attend le feu vert de notre peintre et on la retrouvera. Elle aura une nouvelle livrée, sa livrée définitive. Et puis après, viendra le temps de l'assemblage final et des finitions. Et voilà, c'est cool de pouvoir. Là, vous avez vraiment pu suivre ce projet en live au fur et à mesure du temps. Et c'est assez sympa du départ jusqu'à la fin de voir l'évolution et du travail effectué. Nous avons une question. Et c'est Ginette. Alors, quelle puissance le moteur? Ça, c'est une bonne question. Qui veut savoir. Ça, c'est une bonne question. Quelle puissance le moteur? Je n'en sais rien. Parce que nous n'avons pas de bande puissance pour pouvoir mesurer la puissance du moteur et ou la puissance aux roues. Chose qui peut-être un jour, et je l'espère, sera possible. Parce que c'est vraiment dans mes tiroirs d'avoir ça ici au shop, par exemple là. Avoir un banc de puissance pour pouvoir fournir une feuille de banc, je vais y arriver, je suis désolé, la traduction est assez dure à faire. Une feuille de banc, donc comme ça, sur chaque build, genre performance, on pourra prouver scientifiquement que la voiture fait cette puissance et délivre ce couple-là au moment de la livraison. En gros, là, parce que justement, on est en train de travailler sur la commande du moteur pour notre ami Christophe, pour la 67 qu'on va vous montrer. D'ailleurs, on attend des super suspensions. Donc là, c'est une caisse qui va être avec vraiment de gros upgrades en suspension, etc. Et donc, on va commander un moteur
Crate Engine qui va être aux alentours de 385 chevaux. C'est ce que je pense que celle-ci fait. Voilà, vraisemblablement au 351 feeling, Windsor, parce que je l'avais conduit avant de la démonter, etc. Je l'avais conduit et je pense au feeling, on doit être dans cette fourchette-là. Ouais. Entre 360, 380 chevaux, ça va être cette fourchette-là. Ce qui est déjà suffisant. C'est quasiment 2 fois plus que la puissance d'origine. Ce qui est vraiment, la voiture est homogène, elle est utilisable. Après, plus, c'est mieux, parce que plus, c'est mieux. More is best. Voilà, more is better. mais bon, après, c'est un délire. Là, c'est homogène, c'est bien. Bon, là, en plus de ça, tu as une transmission très mécanique. Boîte mécanique, donc ça. Les gros, très beaux freins qui sont cachés par les roues, là, sont montés. Donc, tout ça, ça a été vérifié. C'est une bonne chose. On va enchaîner, donc ensuite, on reviendra sur la petite fastback de notre ami François, puisque elle va servir d'illustration pour la minute, l'interlude historique de Jérém, donc on reviendra dessus. En attendant, on va transitionner. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut continuer, on va continuer sur, vu qu'on a fait Eric, on va faire Bertrand. Allez, Bertrand. Voilà, Bertrand, ta voiture est 90% finie. Donc la clim, c'est dommage, je vais la descendre comme ça, on va pouvoir montrer. Donc là on peut montrer, tiens Jenny viens s'il te plaît. Donc en dessous, on a fait un petit clean-up. Bon, la voiture était quand même dans un super bel état quand elle est arrivée, donc il n'y avait pas de défaut majeur, hein. C'était vraiment propre en dessous. Bon, après, c'est de la poussière, il y a dessus, on a nettoyé le pont. Là, on peut voir le fameux système de freinage Willwood qu'avec Jérém, on a installé. Donc avec les petits étriers 4 pistons, les disques, les capes de frein à main spécifiques. Les tuyaux de frein faits sur mesure, donc pour voir comment on flaire un tuyau de frein, il faut revenir au live d'il y a 2 semaines ou 3 semaines. Ouais. Donc les petits tuyaux de frein faits sur mesure, donc nickel chrome. Amortisseur, bien sûr, Kayaba à gaz tout neuf, parce qu'il faut au moins ça. Les 4 pneus BF Goodrich qui étaient prévus. Donc là, on peut voir l'installation des câbles de frein à main, parce que c'est plus tout à fait le même système que d'origine. Quand on met le Willwood, on a des câbles avec des gaines et ce petit système de renvoi qui est ici. Donc ça, c'est installé, il n'y a pas de problème. Et puis, pareil sur le train avant. Donc, train avant, nouveau triangle supérieur-inférieur. Le kit freinage Willwood qui était prévu. Les cylindres blocs de tirant neufs. Donc là, le train avant repart pour un tour. Et attention à toi, parce que ça risque de te couler. Et là, on a la petite coucouille de dernière minute. La valve de direction assistée qui nous a fait des petits problèmes. Donc, on en remet une autre. Voilà, et c'était le dernier petit truc avant que je l'essaye et de pouvoir confirmer que tout est OK. Après, il nous restera la clim à recharger, parce qu'évidemment, la clim, notre client nous l'avait installée. Là, j'ai 2-3 petites finitions, j'avais commencé à faire ça. Et puis, le ciel de toit installé. Donc voilà, je vais la descendre, comme ça, je vais vous montrer la clim. Non, on n'a pas trop le temps de bronzer, Franz, mais bon, peut-être ce week-end, hein, on va se reposer, on va faire un petit... Et puis bon, c'est vrai qu'on ne pouvait pas trop bouger ces derniers temps, parce qu'on respectait quand même le confinement, même si ici il n'y avait pas de règles très strictes. On se les imposait, on s'est un petit peu imposé les règles à la française, parce qu'on regarde beaucoup les infos françaises, donc c'est pour nous... Voilà, ça semblait plus logique de prendre plus de précautions que ce qui était préconisé ici. Voilà. Tu as vu un peu ce remplissage magnifique? Voilà. Et on enchaîne sur Alexandre, qui reprend la main. Alexandre, va-t-il être sélectionné en 2e semaine? Donc là, la clim est installée. Hein. On a installé le condenseur devant. Hein. On peut voir devant le radiateur. Donc c'est un petit condenseur tout neuf. On a dû enlever toute la face avant pour voir le fichier, comme on dit. Donc la tuyauterie, le pressostat qui est ici. Hein, le petit pressostat qui lui autorise le déclenchement du compresseur en fonction de la pression qu'on a dans le circuit de gaz. Donc pas de tuyaux, puisqu'évidemment c'est des tuyaux qui sont crimpés, sertis. Donc ça doit être fait par un professionnel qui a l'outillage, donc je n'ai pas. Donc je vais emmener l'auto chez un spécialiste qui lui va crimper les durites et nous charger la clim. Mais bon, on a fini tout le reste de l'installation, l'électricité de la clim c'est fait, le compresseur c'est fait. Ensuite, le moteur on l'avait déjà montré, le mètre-cylindre Willwood aussi. Et ensuite, on va vous montrer l'intérieur. Donc ça, c'est le kit Underdash, comme on appelle ça, donc sous tableau de bord. Oh là. Et donc, là, on peut voir la cassette qui est sous le tableau de bord.
Si tu peux me le tenir, ouais, merci. La cassette qui est sous le tableau de bord, qui elle, contient le ventilateur, l'évaporateur et toutes les commandes pour la température, etc. Donc ça va se mettre sous le tableau de bord. C'est assez simple. Enfin, assez simple. Il faut bien le monter, il faut bien tout prévoir. Et c'est beaucoup moins compliqué que de mettre une truc dans le tableau de bord où il faut tout dézinguer, où c'est un boulot incroyable. Là, ça marche très bien. Et en plus, ça a une bonne gueule. C'est vraiment cool, ça match vraiment le look de la voiture. On peut constater qu'on a installé la sono, Bluetooth, USB. Donc pareil, de chez nos amis Retro Sound. Donc ça a le look de la radio d'origine, mais ça marche, ça tabasse, c'est 4 x 50 watts. Et pareil, avec les haut-parleurs dans les kick panels, il avait déjà ceux derrière. Donc il a une sono pour écouter la musique en conduisant. Donc là j'ai une question, donc on nous demande ce que c'est comme type de jante. Donc en fait ce sont des reproductions de Magnum 500 mais en aluminium. Donc on vous avait déjà présenté sur la Fastback orange de notre ami Stéphane qui est en mer en ce moment, qui devrait d'ailleurs arriver très prochainement à Fos-sur-Mer. Donc on vous avait présenté le modèle avec, qui était disponible aussi en tôle. Donc l'avantage de l'aluminium, c'est que c'est plus léger. L'avantage de la tôle, c'est que ça ressemble plus au modèle d'époque. Donc ça, c'est une question de choix. Sachant qu'en ce moment, il y a aussi une contrainte, c'est que tout est en rupture. C'est pénurie totale. Donc là, les tôles, c'était vraiment les dernières. Les tôles sont revenues en stock. Les jantes, ça y est. Ouais, les tôles sont revenues en stock. Les alus, c'est devient compliqué. Et en plus, les caches, donc là, les caches, on lui a mis les caches de Ford, les caches Ford originaux de Magnum 500. Ouais. À savoir que Ford a retiré la licence pour ces caches, pour pouvoir mettre des caches sur les jantes aluminium, parce qu'ils n'acceptaient plus qu'on mette leur marque sur des jantes en alu qui n'ont jamais existé en fait sur une Ford Mustang. Donc pour quelle raison, j'en sais rien. Donc ils ont décidé de retirer la licence Ford pour ces caches. Je te retire ta licence, Bernard. Voilà. Et du coup, on peut toujours mettre les caches donc sur les reproductions de Magnum 500 originales, donc les jantes tôle. Donc ça, ils acceptent parce que on garde l'esprit d'époque et c'est une reproduction de la jante d'époque. Mais les jantes un peu néo-rétro en aluminium, ils ont dit on veut plus qu'il y ait le logo Ford. Donc ça, une des dernières. Donc bien sûr, il y en a qui vont trouver des parades, hein, parce que je suis sûr qu'il y a moyen d'adapter des caches de jantes tôle sur des jantes alu en usinant quelque chose. Il y aura moyen. Mais bon, c'est juste à titre informatif, histoire de tenir informés nos amis. Ok. Alors, on va faire un petit survol du projet de la voiture de Christophe. Donc c'était une 67 coupée qui est déjà peinte. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est toute la partie mécanique. Donc le cahier des charges de Christophe, c'était une bagnole puissante et surtout, comme c'est une voiture qui va rouler en Martinique, c'est une voiture qui doit tenir la route. Et freiner. Donc le fameux kit Willwood 4 freins à disque. La formule magique. Le moteur, donc on va partir sur un 351 Windsor avec en gros 385 chevaux, c'est les specs qu'on est en train de retenir. On va valider ça avec Christophe tout début de semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que là, actuellement, ce moteur-là, c'est un Cleveland et il est trop gros pour qu'on puisse passer la direction Borgesson avec les fameux petits soucis qu'on avait eu, que vous avez présenté la dernière fois pour expliquer qu'on avait un problème pour passer la direction et avec les collecteurs. Donc là, ce moteur-là, qui de toute façon n'était pas celui qui correspondait à l'origine, on va rester sur un Windsor qui est le small block que tu vas retrouver dans toutes ces voitures-là d'habitude, même s'il cube un peu plus que le 289, le 302. Mais ça va être la même famille en Windsor et du coup, on va pouvoir adapter, comme sur la voiture d'Eric, les fameux collecteurs et la direction qui va bien, puisque c'est dommage d'avoir des bonnes suspattes indépendantes, enfin avec, comment t'appelles ça, le combiné fileté. Oui, alors devant la triangulation à l'avant restera celle d'origine. Donc on garde le combo triangle d'origine. Ça a été changé récemment, donc c'est en super état, donc on va laisser ça. Le seul truc, c'est le combiné ressort amortisseur, lui, va être changé. Donc, et on va avoir un combiné fileté à la place d'avoir ce ressort avec la perche et l'amortisseur au milieu. Là, c'est carrément un combiné fileté qui vient se fixer sur le triangle supérieur et qui sera réglable en hauteur et en dureté. Donc ça va vraiment améliorer la suspension. Il y a une grosse barre stable qui est au programme aussi pour l'avant, parce que la petite barre stable timide d'origine, on va lui mettre un truc sérieux. Et c'est surtout derrière qu'il va y avoir du boulot, c'est qu'on va enlever les lames et on va passer sur un système à bras parallèle, chose que je vous montrerai tout à l'heure. On verra sur le châssis qui est là-bas. Voilà.
Ok, super. Donc là, tu vois, ça va vraiment être un super projet du point de vue dynamique. Ah, ça on aura être des super chevaux, cool à on aura rouler. une boîte automatique C6 qui est un peu plus costaud, ouais. beefy que la C4 d'origine pour encaisser les chevaux et on va la faire refaire avec un shift kit pour que ça encaisse bien les chevaux et que les rapports soient bien francs. Parce qu'en Martinique, c'est un peu comme en Corse, c'est quand même assez accidenté. Il va falloir changer aussi le convertisseur. Hein, ça va... On va mettre un convertisseur. Donc il faut que la caisse soit agréable à rouler. Ça va envoyer. Ça va envoyer. Voilà Christophe, donc ça c'est pour la caisse de Christophe. Ok, donc ensuite, on va faire notre petit tour. Donc cette caisse-là, on en a parlé la semaine dernière, elle était pas très bien mise en valeur là-bas, on la voyait pas très bien. Donc là, Jenny, si tu veux, pendant qu'on refait un petit point dessus, tu peux en profiter pour la filmer d'un petit peu loin, que les gens vraiment profitent de la ligne de cette caisse. C'est une voiture qu'on voit pas souvent. Bizarrement, on voit plus de Firebird 68 que de 69. Pour quelle raison, j'en sais rien. En tout cas, celle-ci... C'est rare, dur à trouver. C'est rare. Elle est très belle. Elle a une belle combinaison de couleurs. Toit vinyle noir, intérieur noir. Les jantes rallye. Les jantes rallye. C'est Rallye 2 celle-là? Ouais, Rallye 2. Ouais. Et j'adore ce petit détail d'accastillage ici, les petites écopes factices là, mais c'est super cool. Ça lui donne vraiment une bonne dégaine. Elle est vraiment 70s dans cette livrée champagne avec toit vinyle, comme tu disais. Vraiment cool cette petite Firebird. Et elle roule comme un charme. Super cool. Le 350, il marche bien. Il est en bonne forme. La boîte shift super. La voiture roule super bien. Super bien. Donc ça, c'est une caisse. Donc pour l'instant, on n'a pas encore travaillé dessus. C'est une voiture qu'on peut vendre soit révisée, soit avec les pièces, soit dans l'état. Donc, voilà. Bien entendu, le prix sera en fonction de ce que vous voulez. Mais le prix de départ, livré, c'est une voiture qui va être dans les 25 000. Donc ça reste quand même vraiment raisonnable pour une caisse de cette qualité-là, sachant qu'elle roule, elle est vraiment bien. Ensuite, toi, qu'est-ce que tu avais vu avec Jérém? Vous aviez vu quoi Après, bon, il faudrait qu'on fasse pour là, franchement, du CT français. Honnêtement, elle roule comme un charme. Il y a pas de, j'ai rien ressenti de problématique. Après, on l'a regardé. Bon, comme d'hab, là, il y a les pneus à changer. Ouais. Parce qu'ils sont vieux, ils sont craqués, voilà, comme d'habitude. Hein, paraissent bien en photo, mais ils sont la même histoire, les vieux pneus. Bon, après, il y a un petit tour à faire au niveau du freinage, jeter un œil, voir que tout soit en état, hein, les flexibles, etc. Après, bushing, tout ça, c'est vieux, c'est pas tout neuf. Donc, elle n'a pas de jeu, elle se balade pas, la voiture, ça roule très bien. C'est juste que la partie extérieure visible du cylindre bloc est un petit peu craquelée. Ça ne veut pas dire que la partie intérieure, celle qui fait la liaison entre le triangle et le châssis, soit morte. Mais bon, visuellement, c'est pas beau. Voilà. Ouais. Au contrôle, il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Voilà, c'est ça. Si c'est craquelé visuellement, ils ne peuvent pas te recaler parce que c'est craquelé visuellement. S'il n'y a pas de jeu dans le cylindre bloc, c'est bon. Tu vois. Okay. Donc elle n'a pas de jeu, elle n'a rien, tout fonctionne bien. L'échappement est en bon état, le moteur est très bien, en super bonne forme. Carburateur, tout ça, ça va très bien. Non, il n'y a pas de gros boulot, c'est vraiment une petite révision et puis après la restaurer au fur et à mesure si on veut vraiment être un peu maniaque. Alors faire les petits cylindres blocs, peindre les triangles, tu vois, bon, les petits boulots. Voilà, donc en fait, donc comme on nous demande souvent les fourchettes de prix, etc. Donc là c'est simple, ça va être une voiture qui est entre 25 et 30 selon le degré de travail qu'on doit y apporter. Voilà, comme ça au moins ça vous donne une vraie base de réflexion. Mais voilà, c'est une voiture qui est dispo ici. N'hésitez pas à nous envoyer un message dans la foulée après le live. On jettera un coup d'œil. Si ça vous intéresse, cette caisse-là, on pourra bien entendu vous la mettre sur le pont, vous montrer en détail tous les détails, petites choses auxquelles on pense. Okay. Ensuite, on va enchaîner avec ce petit C10 de 72. Alors celui-ci, il y a eu une grosse restauration il y a une dizaine d'années, donc peut-être même un peu moins. On a la peinture qui est en super état, très belle peinture. Biton comme ça, orange et blanc, elle est vraiment magnifique. La benne est en bon état. Les soubassements sont en bon état. Pareil, c'est une voiture, c'est un truck qui a été décoqué. Hein, ouais, ça a été refait. Les sillons blocs de cabine, tout ça, ça a été changé. Ouais. Donc, je pense que oui, ils ont dû enlever la cabine du châssis parce que bon. Tiens, je vais retirer ça parce que c'est pas très joli. Et tout a vraiment été un peu revu. L'intérieur est tout bibiche, tout neuf, hein, comme on dit chez nous. Voilà. Un bel intérieur. Bon, c'est custom. Je pense pas que le biton orange et blanc soit d'origine. Bon, c'est un peu personnalisé. Bon, ça va bien avec les couleurs du véhicule. Après, il a les petits panneaux de porte Far West
qui sont assez... ça c'est d'origine. Ouais, ça c'est d'origine, ça c'est rigolo. Il a son petit volant d'origine, son instrumentation qui fonctionne. La cabine, pareil, tout l'intérieur a été peint. Les joints, tout ça c'est neuf. Il n'y a pas, niveau accastillage, etc., il n'y a vraiment rien à faire, quoi. Il a vraiment été revu en profondeur. Après, niveau moteur, c'est pareil, c'est tout restauré à l'origine, il n'y a pas de modification et autres. Le chauffage est fonctionnel, la ventilation fonctionne. Seule petite option, il a un kit frein disque assisté et ça freine très bien. Il se comporte vraiment bien sur la route, il roule comme une Cadillac, quoi. Il roule droit, il freine fort. Le moteur 350 entraîne bien la bête, hein, ça fonctionne bien. Voilà, c'est propre, c'est du beau. Ouais, il est vraiment cool, j'aime beaucoup le combo, ça c'est vraiment... Puis ces années-là, voilà, ça commence à devenir très dur d'en trouver des beaux, qui n'ont pas été un peu charcutés et modifiés. Percé, ouais, là on voit, hein. T'as vu le shroud, tout ça c'est super propre. Même le faisceau a été changé, je vois là, tout le faisceau du véhicule c'est neuf, hein, ça se voit. Hein. Donc là déjà tu repars avec un faisceau neuf, t'es tranquille, quoi. Donc ça vraiment, ils ont pas lésiné, ils ont fait les choses bien. Très très bien. Il y avait une question, Jenny? La puissance. La puissance de ça? Ouais. Alors ça c'est une bonne question. Les 350 de ces années-là, c'est aux alentours de 250 chevaux, non? Ouais, ça doit être ça, un truc comme ça. Dans ces puissances-là. Voilà. Et on parle de puissance, mais faut quand même garder en tête que c'est surtout le couple qui est important sur ces véhicules-là. Pour déplacer le poids du véhicule, c'est le couple dont on a besoin à bas régime. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, niveau budget, c'est un véhicule qui va être entre 23 et 25, 26 selon ce qu'on fait dessus. Là, c'est pareil, on voit que la même pneus, histoire. Il faut les changer. Ouais. Voilà, donc il y a forcément toujours des petits trucs à faire pour le CT, mais une grosse partie est avancée. Et surtout, c'est un véhicule, les endroits qui sont souvent rouillés et que vous voyez souvent, que les gens ne vous présentent pas forcément en annonce, mais tous les endroits qui bien souvent sont rouillés, ici c'est bien solide. Donc voilà. Quand même pas oublier que ce sont des véhicules en fait qui étaient des véhicules utilitaires quand ils sont sortis. Et donc ils ont passé la plupart de leur temps dehors. Donc ils ont, bien entendu, ceux qui ont été soumis aux intempéries, forcément ils ont souffert plus que d'autres. Là, celui-ci est vraiment solide, c'est un bon truck. Voilà. Donc c'est pas donné ces trucks-là, si vous regardez. En annonce, on en voit, hein, avec les peintures fatiguées, état rouillé, mécanique fatiguée, la boîte fatiguée, etc. Et on va le payer 2 fois moins cher. Mais si on prend une base fatiguée et qu'on essaie de faire tout ce travail là-dessus, au final, il revient plus cher. Donc parfois, il vaut mieux être malin, acheter tout de suite un véhicule en bon état si on peut le faire. Et comme ça, après, on évite d'avoir à se taper tout le travail qui a déjà été fait. Donc là, on voit, hein, tu étais en train de soulever ça. Ah, c'est nickel en dessous. Il n'y a pas une bosse. Il y a la benne. Donc là, il y a une protection en caoutchouc. Mais sous la benne, c'est nickel. On voit que les passages de roue ne sont pas enfoncés. Il n'a pas chargé du gravat, celui-là. C'est pas un véhicule qui a souffert. Hein. Voilà. Joli truck. Ouais, il est cool. Ouais. Intéressant. Vraiment intéressant. Voilà. On est bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Notre petite Cougar. Pareil, la Cougar, vous êtes nombreux à vous intéresser à ce modèle-là. On n'en a pas retrouvé depuis, on cherche. On n'a pas retrouvé depuis, ça fait des années maintenant qu'on est là. On n'a pas retrouvé une autre dans cet état-là, aussi saine et aussi belle, depuis plusieurs années. Donc, bizarrement, c'est des voitures qui n'étaient pas restaurées ou entretenues ou préservées comme les Mustangs. Elles ont été vendues beaucoup moins que les Mustangs. Et résultat, aujourd'hui, même si la valeur sur le marché est à peu près la même, on a vraiment du mal à trouver des Mercury Cougar 67-68. C'est vraiment les années les plus recherchées avec cette grille avant et cette grille arrière. Voilà, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est une caisse qui est vraiment sympa. Il y a souvent, la semaine dernière, on a eu des questions à propos de la petite Alpine. Donc voilà, elle est revenue. Notre ami Jérém va retomber le moteur. Exactement.
le propriétaire avait fait refaire le moteur chez un gars ici à Los Angeles. Et en fait, il a fait. Donc, moi, j'y avais remis le moteur, tout ça. J'ai roulé juste ici, là, sur la ligne droite et tout. Il marchait très bien. Et le gars, le propriétaire s'en est servi très peu. Et l'arbre à cam a cassé en deux, en fait. Donc ben voilà. Il faut recommencer. Il faut recommencer, quoi. Donc, il va ramener le moteur chez l'usineur, ouais. Voilà. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'elle est là, cette petite Alpine. Toujours, c'est un plaisir d'avoir une caisse comme ça au milieu de nos gros monstres américains. Ça nous fait notre petite touche française. Il y en a une au Peterson Museum d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, exact. En bas, au volt autour. Très bien. Alors c'est le moment d'insérer la petite casquette. Que se passe-t-il? On va partir sur ce micro un petit instant. Donc là, tu vas commencer avec ce micro-là. Et moi, je vais te remettre le son. Donc là, si tu restes à côté, tu auras le son normal. Ça, c'est lui qui s'est éteint parce qu'il n'y a plus de batterie. Ok? Copie directe. Allez, vas-y, mon Gérald. Donc, on va se rapprocher de la Mustang GT 350 rouge. Voilà. Alors, Jérém, explique-nous un peu pourquoi GT 350. Faut que tu parles là, Jérém. Ah, pardon. Donc la GT 350, donc c'est la première évolution de la Mustang. Et en France, pour l'année 65, en 65, il n'y a pas eu d'importation en fait en France pour le millésime 65. Et donc la première GT 350 arrive en 66 avec Jean de Roux. C'est dommage, j'avais des photos, mais Charlie est parti en fait. Bah oui. Et sa tablette, je ne sais pas comment il faut qu'il l'allume. Donc j'aurais pu tout vous faire voir. Voilà. Mais voilà. Il fait le porte-tablette. Ok, il fait le Alors porte-tablette. voilà, Jean de Roudille. Voilà, donc Jean de Roudille, c'est le premier qui arrive en France avec une GT 350 et qui fait connaître un peu ce modèle dans le sport auto. Et donc Jean de Roudille, il est connu dans le sport auto parce qu'il est un des organisateurs de la course de côte de Bride-Méridel. Et donc il va chercher cette GT 350 chez l'importateur Intersport. Et donc cette voiture, elle a une particularité d'usine, c'est qu'elle a un compresseur Paxton. Donc voilà, donc il roule de 66, 67 jusqu'au début des années 70 avec la Mustang, et ensuite il passera sur les Barracuda 273S. Donc Bouge pas. ça fonctionne. Donc là, normalement, on est revenu avec le son. Tu as le retour, Jenny? J'ai l'impression, oui. Voilà, donc là je vous ai fait, ça c'est au Critérium de Touraine 1968, donc c'est Louis Rustin. Louis Rustin qui est l'inventeur de la fameuse Rustine? Correct. Sérieux? Exactement, donc il a breveté la rustine en 1922, donc c'est une invention française, c'est Louis Rustin. Donc voilà, donc il roule avec cette... Et ça lui a rapporté l'argent pour rouler avec ça? Bah apparemment. Putain, mais... Donc, mais ça, toi, les mecs, trouvaient un brevet là, faites quelque chose. Louis Rustin, et donc ça, j'ai mis une photo de Jean-Hugues Gazard, qui est aussi un pilote de l'Est français, qui est connu dans le sport auto. Donc celle-ci, elle était vert anglais. Et donc voilà, donc, des belles voitures. Et ensuite, donc, on passe à la fameuse GT 350 R. Donc ça, il s'agit ici de Claude Dubois. Donc c'était un Belge. Un Belge est connu donc dans le monde de la Shelby puisqu'il était importateur officiel Shelby en Europe. Et donc il fait les 24 heures du Mans en 1967 avec cette belle GT 350 R. Donc R pour Racing. Et c'est 36 exemplaires construits. Donc 2 pour l'usine et 34 pour les clients. Donc il n'y en a eu aucune importée en France. Il n'y en a eu que 3 pour l'Europe.
Et, et donc, dont celle-là. Dont celle-là, ouais. D'accord. Une belge, une en Suisse. Et donc voilà, la GT 350R, c'est un moteur un peu plus puissant, c'est toujours le 289, mais ça fait 360 chevaux au lieu de 306. Donc un gros pare-choc en polyester devant. Et c'est un modèle, en fait, ils disent que c'est un modèle de course immatriculé pour la route. Donc voilà, la lunette arrière en plexi. Vous voyez, bombée vachement caractéristique en fait, et elle laisse passer l'air. Elle laisse passer l'air pour aérer l'habitacle. Donc c'est super caractéristique au modèle, quoi. Voilà, un intérieur spécifique. Les petits baquets comme dans la Cobra. Ouais, pareil, là, c'est. Voilà, un tableau de bord, un beau. Avec des jauges. Ouais, il y a pas mal d'équipements, tu vois, le réservoir dans le coffre avec le remplissage. Voilà, c'est un beau. Donc ça, c'est celle de. Elle est suisse, celle-là. Donc c'est l'écurie, la Scuderia Filippinetti. Donc c'est des grosses écuries super connues dans les années 60-70. Et celle-là, j'ai vachement bien aimé parce que c'est au Lyon Charbonnière. Et on voit avec la Ferrari 250 GTO et tout, c'est vraiment une période du sport auto qui est magique, quoi. Donc voilà. Et puis les prix, c'est une des 34 exemplaires d'une GT 350R, c'est entre 750 000 et 1 million de dollars. Et ça, c'est la numéro 1. Donc c'est celle de Ken Miles. Donc elle va être présentée à la prochaine vente aux enchères Mecum. Voilà, quand on y était la dernière fois avec JP pour Automoto, ils l'ont dévoilée et donc ils annonçaient la vente du mois de mai qui a été annulée en fait à Indianapolis. C'est ça. Et donc du coup, elle n'a pas encore été vendue. Mais là, ils s'attendent à ce qu'elle soit vendue encore plus cher que la boulite. Elle va exploser les 37 millions les 3,7 millions de dollars de la boulite. Ouais. Voilà, c'était l'histoire de la GT 350. C'est vachement intéressant. Hein? Ouais. Petite question. Sur les 34, il en reste combien? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Il faudrait se rapprocher auprès du musée Shelby ou pour voir. Honnêtement, je pense qu'elles existent toutes. Parce que même si c'est comme les Ferrari 250 GTO, ou même si elles ont été accidentées, ou les gars, à force, même si ça a été des années après, ils les reconstruisent. D'autres coques avec d'autres trucs. On ne peut pas laisser. Elles existent toutes. Ouais. Ok. Alors pourquoi pas faire un clone GT 350R, les amis, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait chaud? Hein? Moi, ça m'éclaterait. Faire une caisse de course pour la route, là, ce serait cool. Hein. Pour le VHC. Voilà, par exemple. Cool. Ouais. Ok, alors du coup, est-ce que vous avez eu le temps de parler un peu de cette de la voiture de notre ami Là, on était sur l'histoire. Sur la caisse de François, donc on va retrouver des petits clins d'œil à la GT 350 Shelby, mais donc c'est une fastback. Première génération, donc une 65. Et donc, elle avait déjà quelques petites améliorations, comme les 4 freins à disque, les suspensions, tout ça, tout est neuf. Il y a eu énormément de travail. Celle-ci, on vous l'avait montrée sur le pont. Donc, vous aviez déjà vu la base qui était très très belle. Alex a un petit peu de travail dessus. Il manquait quelques éléments de baguette qu'on va essayer de retrouver en neuf, puisque celles qui ont été fournies étaient vraiment un peu fatiguées. Mais je dirais que la voiture est déjà complète à 90%. Donc voilà. Alors pour le musée Shelby, ça c'est des choses. Donc le musée Shelby qui est à Vegas. Donc là, quand on ira à Vegas, on essaiera de voir si on peut aller y faire un saut pour vous le montrer. Quand on va à Vegas, en général, c'est pour le SEMA Show et on a une semaine qui est ultra chargée. Mais pourquoi pas, c'est des choses qu'on pourrait éventuellement placer dans notre petit programme. Je sais qu'il y a on avait déjà fait un live ici à Gardena, à peu près 5 minutes de notre garage. Il y a un Shelby aussi. On avait emmené la voiture de Fred pour faire donc la Shelby GT500 KR de Fred. On l'avait emmené devant le gros mur Cobra pour faire les images. Et on avait été aussi à l'intérieur, on avait filmé un petit peu à l'intérieur. Là en ce moment, on est encore un peu dans les moments de restriction de Covid et tout, mais on retournera faire un saut, voir s'ils ont un petit peu plus de trucs, parce que c'est vrai que c'était pas ultra étoffé. Alors,
Ça, ces voitures-là, donc Jenny me dit, il y a quelqu'un qui demande pour le prix. Donc ça, quand c'est des voitures qui sont déjà vendues, on ne communique pas le prix parce que c'est le client qui décide de le dire ou pas. Mais pour les fourchettes, pour des modèles très très beaux comme ça, avec beaucoup de pièces neuves, une grosse restauration et vraiment du taf, on va être aux alentours de entre 60 et 70 000 euros. Selon le niveau de finition. Et après, pour une petite fastback comme ça dans son jus, les premiers prix, ça va être à partir de 40, 45. Il ne faut pas essayer d'acheter en dessous de ça. Ou alors, ce sont des voitures avec vraiment du travail. Chose qu'on peut vous dégoter et vous la finissez de votre côté. Mais bien entendu, elle ne ressemblera pas à ça, à ce prix-là. Voilà. Ensuite, Alex, est-ce qu'on enchaîne sur ta petite partie? C'est le moment de comment ça marche, hein, les amis. Aujourd'hui, j'ai ressorti, donc je le disais tout à l'heure en début de live, hein, j'ai ressorti le châssis de notre pick-up, parce qu'il était là depuis des années à prendre la poussière. Je dis on va lui mettre un petit coup de clean quand même, parce que ça faisait mal au cœur de voir ce beau châssis. Donc c'est un châssis TCI, donc on peut voir, c'est un tri-tube, il est renforcé tri-tube à l'intérieur, donc rigidité incroyable, donc c'est un châssis qui devrait coller la route comme une voiture moderne, et la particularité c'est qu'il est équipé de suspension pneumatique. Donc les suspensions pneumatiques, comment ça marche? Ça, c'est la musique de Motus. Ouais. Donc là en fait, la suspension pneumatique, comment ça marche? C'est très simple, c'est très facile, ça existe. Tous les jours, vous voyez des véhicules sur suspension pneumatique, tous les jours, même plusieurs fois par jour, parce que les bus sont équipés de suspension pneumatique, les poids lourds sont équipés de suspension, beaucoup de véhicules utilitaires, donc, et l'intérêt c'est justement de pouvoir compenser la charge du véhicule. Donc quand tu mets du poids dessus, qu'est-ce qui se passe? La gravité fait son œuvre et le véhicule s'écrase. Et donc pour pouvoir compenser ça, on installe une suspension pneumatique pour pouvoir relever et soulager la suspension. Donc ça c'est l'utilité première de la suspension pneumatique. Et après, il y a des petits malins qui se sont dit, on va prendre ce système-là et l'adapter sur nos voitures. Et pour l'effet inverse, justement, nous, on veut pouvoir dégonfler et aller vraiment très bas et que la voiture traîne par terre. Et donc, c'est le cas de ce super châssis qui est équipé. Donc, c'est un châssis qui est créé de toutes pièces, qui est fait pour ces cabines de 3100 Chevy et ou GMC. De 48 à 53, voilà. 4 là. Et donc c'est un châssis, c'est une création complète, donc ça n'a plus rien à voir avec le châssis d'origine. Donc c'est du gros, c'est du lourd, hein. Tu peux voir l'épaisseur ici, lui il n'est pas prêt de bouger. Puis en plus tu as tout un treillis-tube. Et l'épaisseur du métal n'est pas important, donc ils ont vraiment travaillé sur les calculs des forces pour pouvoir obtenir une rigidité importante sans avoir un poids infernal en fait. Ouais. Donc voilà. Et nous on l'a choisi avec suspension pneumatique parce que pourquoi pas, hein, un truc qui tient la route et en plus qui peut se poser par terre. Donc suspension pneumatique. Là normalement sur ces pick-up c'est des lames, donc à l'avant et à l'arrière. Donc là bien évidemment les lames sont aux abonnés absents. Hein. Ça c'est la première chose à faire sur ce genre de véhicule. En plus direction à crémaillère. Donc direction moderne, précise, double triangulation, donc triangle inférieur, triangle supérieur, et à la place de notre ressort, on a ce petit boudin, on appelle ça un airbag, donc c'est un sac d'air qui se gonfle, et je vais vous en faire la démonstration directement. Je vais vous le gonfler, donc là il est en position basse, et donc là quand tu le gonfles, voilà ce qui se passe. Voilà, le véhicule se lève. C'est aussi simple que ça. Donc après, plus tu gonfles le coussin, plus la suspension est dure. Donc là, je l'ai gonflé à fond, mais quand tu roules, ça se gonfle jamais vraiment complètement à fond. Donc en moyenne, on le met à peu près à mi-course, voilà, pour que ton triangle soit droit. Voilà, ça serait plutôt la hauteur de roulage. Donc un airbag, alors tu dois passer un dos d'âne, monter ton driveway, tu peux gonfler à fond pour passer l'obstacle, mais pour rouler au quotidien. Et là, on peut voir, la suspension fait bien son œuvre. Voilà, il n'y a aucun poids et c'est super ferme. Les amortisseurs, c'est des amortisseurs à gaz, donc c'est vachement ferme. Ouais, et c'est ce qu'on appelle donc des petits amortisseurs qui ont été relocation kit. Voilà, parce que logiquement, l'amortisseur est au milieu du ressort. Et là, évidemment, on est obligé de le déporter. Ils ont été obligés de le déporter. Et ça, c'est toujours le cas quand on a des suspensions à air. On est obligé de déporter l'amortisseur pour avoir quand même... parce que les boudins sans l'amortisseur... Certains l'ont fait, certains le font. Ça ne marche pas. Ça marche,
Mais ça rebondit comme un lowrider, comme une caisse avec des suspensions hydrauliques. C'est terrible. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que tu n'as plus du tout de. Alors je vais encore faire mumuse avec, parce que c'est rigolo. Donc là, bon, pour le déplacer, ils nous ont installé des petites valves Schrader pour pouvoir installer. Donc là, je les gonfle manuellement et je vais vous expliquer après comment ça marche. Donc là, il est élevé à fond derrière, donc on peut voir la garde au sol, le débattement n'est pas ridicule. Bon, il y a mieux, on peut faire un plus gros débattement. On pourrait s'amuser à faire un débattement avec d'autres types de suspensions. Là, c'est un système à 4 barres parallèles avec barres Panhard. Donc c'est le système le moins cher, le plus efficace, c'est mieux. Après, il y a des systèmes cantilever. Donc ça, j'en ai pas sous la main, mais système cantilever, c'est quoi? C'est on place le boudin, au lieu de le placer et qu'il déplace le pont directement et qu'il pousse et qu'il lève, on le déporte et avec un bras de levier, on démultiplie en fait le débattement de l'airbag. Et en fonction du bras de levier, c'est mathématique, c'est de la géométrie, tu as 2 fois ou 3 fois le débattement de l'airbag en suspension. Donc ça, c'est le fin du fin, la suspension cantilever, et c'est utilisé en course, en Formule 1, etc. Eux, bien sûr, n'ont pas d'airbag, mais ça permet vraiment d'avoir un amortisseur qui est très compact et très court, et de pouvoir et centre de gravité vers le milieu, encore mieux. Donc le système cantilever, c'est le top. Donc ça, sur Internet, jetez un œil, suspension cantilever, vous allez voir, c'est beau. On avait montré à Vegas, au CMHO, on avait vu ce système-là pour les améliorations de voitures anciennes, donc dans le Pro Touring. Là, par exemple, je sais qu'on va me poser la question, donc j'anticipe. Ça, c'est un châssis qui vaut 18 000 $. Donc, alors, il arrive complet. Il arrive complet, freinage. 18 000 $. Ils ont, donc en fait, il y a un catalogue qui est très fourni. On peut choisir un peu ce qu'on veut. Ces options, c'est à la carte. Voilà, celui-ci, 4 freins à disque avec du matos Willwood. On aurait pu aller encore plus loin, mettre tout le freinage Willwood, etc. Les gros 6 pistons et tout, mais voilà, on est quand même sur un truck, c'est pas une voiture de course. Ça va pas être une voiture de Par contre, on a un pont 9 pouces à Posy, quand même, un Ford 9 pouces Posy. Voilà. Quand on a fait le setup, j'ai dit non, il faut mettre un vrai pont, quand même. Oui. Quelle est la durée de vie d'un boudin? Alors un boudin, c'est comme un pneu, j'ai envie de dire, c'est à peu près 5 ans. Ça dure à peu près 5 ans. C'est un organe qu'il faut surveiller régulièrement, parce qu'il travaille quand même beaucoup, il est écrasé vraiment tout le temps en fait. Et donc c'est la même chose, c'est quasiment la même matière qu'un pneu, j'ai envie de dire, c'est un gros caoutchouc renforcé, et ça finit par sécher, ça finit par craqueler. Il faut surtout qu'il soit bien installé, qu'il ne frotte nulle part. Et puis qu'il soit installé qu'il travaille dans un axe. Qu'il travaille droit. Voilà. Parce qu'on a déjà eu le cas, donc Alex a fait beaucoup d'installations de voitures sur air, notamment une de mes voitures, mes anciennes voitures, qui était une Caprice 91 classique, qui est aujourd'hui qui est passée dans le sud chez notre pote Eduardo et qui maintenant est remontée secteur Reims chez nos amis du club Luxurious, à qui on passe un petit coucou. Tout ça pour dire que on peut faire des systèmes un peu à l'arrache. Jerry nous racontait que les tout premiers systèmes qu'ils avaient installés sur les voitures, c'est des kits détournés de caravanes pour pouvoir les monter, les descendre. Ça vient de là. Voilà. Donc en fait, voilà, il y a comme dans tout ce type de travaux, tu peux faire toi-même un truc un petit peu à l'arrache, ou tu peux le faire de la meilleure façon. Ah bah là, c'est bien fait. Voilà. Oui, là, tu peux y aller. Peut-on homologuer en France ce châssis? Question somme toute intéressante. Il y a un nouveau problème de micro. Allô, est-ce que la régie, vous m'entendez? Alors, je pense que la réponse est dans la question. La réponse est dans la question. Est-ce qu'on peut homologuer en France? J'ai envie de dire non. Voilà. Officiellement, je te dis non. Ce sera plus un véhicule d'origine. Non. Surtout qu'on va mettre un moteur LS. Qui est là, je l'ai sorti. Qui est là. Donc, on va mettre un moteur LS. On a déjà les supports moteurs pour le LS. On a déjà réfléchi donc au rapport de pont pour l'ensemble qu'on a moteur boîte de LS. Et donc effectivement non, c'est quelque chose, c'est un peu comme un hot rod, c'est comme une caisse qui est très modifiée. On va vraiment être loin de ce qui se fait d'origine. Donc et vraisemblablement d'ailleurs c'est un véhicule qu'on ne vendra pas pour la France. Pour la France, voilà. Ce sera vendu dans un endroit qui est un petit peu plus tolérant que la France. Oui. Cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est
comment t'appelles ça, les dumps là? Non, pas les dumps, mais les pour switcher, pour enlever l'air. Les électrovannes. Les électrovannes. Voilà, donc là, qui laissent entrer, sortir. Voilà, donc notre système pneumatique, je vais quand même revenir au sujet principal de cette émission. Comment ça marche. Voilà. Donc on a vu le fonctionnement des boudins, hein, on a vu que ça remplaçait le ressort pour faire monter et descendre la voiture, on a vu qu'il fallait respecter donc la géométrie de suspension. Mais comment ça marche? Comment tu fais gonfler et dégonfler, hein? Donc c'est tout simple, on a un compresseur pneumatique embarqué, donc la même chose vous avez à la maison pour souffler ou percer ou peindre ou faire ce que vous avez à faire, un petit compresseur. Donc on a 1, 2, 3, 4, 10 cuves, hein, en fonction de la réserve d'air qu'on veut dedans. Ou plusieurs compresseurs couplés voilà. aussi. Et des petits compresseurs électriques qui marchent en 12 volts, alimentés par un relais, qui gonflent cette cuve avec une petite check valve. Donc ça vous fait une réserve d'air. Ça c'est la réserve d'air, c'est ce qui va vous permettre de jouer avec, plus ou moins. Parce que l'air, on gonfle, on dégonfle. Quand on dégonfle, l'air s'échappe et elle est perdue. Donc il faut recharger. Et pour pouvoir gérer tout ça, on a ces petites pièces-là qui sont les électrovannes. Donc il y en a toujours 2 par boudin. Enfin, on peut faire un système qui monte tout d'un coup ou qui descend tout d'un coup, mais ça ne marche pas. Parce que quand tu passes d'un côté, l'air part d'un côté. Donc le mieux, c'est d'avoir un jeu d'électrovannes par boudin. Comme ça, on contrôle chaque boudin indépendamment. Donc ça, c'est un modèle old school. À l'ancienne, hein, parce que j'avais ça qui traînait dans mes affaires, mais maintenant c'est géré électroniquement, il y a des capteurs d'assiettes, enfin tout un cinéma. Donc on a ces 2 électrovannes, donc on a l'arrivée d'air qui arrive de la cuve, la sortie qui va au boudin et l'échappement qui part dehors. Donc quand on ouvre une électrovanne, on fait rentrer l'air de la cuve dans le boudin, on gonfle, et quand on ouvre l'autre électrovanne, on fait sortir l'air du boudin vers l'extérieur pour dégonfler. Donc c'est très simple. Le câblage n'est pas compliqué, on a une masse, et 2 plus, 1 pour chaque électrovanne, donc montée, descente, un petit switch double position, et voilà, vous êtes pareil à faire des singeries sur la route. Et donc, ce que je disais, maintenant, c'est super chiadé, c'est électronique, il y a des capteurs, donc c'est... Hein, on va faire ça là-dessus, moi, je veux un truc compliqué, je veux que ça... Ce sera mieux, mais ce sera... plus cher. Voilà. Donc... les trucs qui sont... Allez, qu'on est quasiment obligé de mettre sur ces voitures-là, il faut avoir au moins front, back, side to side. Ouais. C'est souvent, en fait, c'est les comment on appelle ça? C'est la base. C'est la base, c'est pour pouvoir donc monter l'avant, monter l'arrière et baisser soit d'un côté, démonstration. Soit l'autre. Voilà. Et donc ça permet de jouer un petit peu avec. Et après, il y en a qui ont plus de switch où tu peux avoir le côté pancake, c'est-à-dire que tu lèves l'avant tout en baissant l'arrière et inversement. Bon là, c'est long, hein, parce que c'est des valves. Hein. Oh, ça va être long. Ouais. Ça va être long. Ça va être long. Ah oui, c'est des petites valves, donc. Mais on vous fera une super démonstration quand le truc sera fini. Alors là, je vais vous dire, ça va bouncer. Il n'y a pas de poids pour l'aider à descendre en plus. En plus. Forcément. Donc en fait, voilà. Après, on a la possibilité de brancher et d'avoir plein de petites combinaisons, de trucs marrants pour faire jouer la voiture. Ah, il descend, donc là, ça va être front. Ah voilà, donc là tu as le nez en l'air et le cul baissé. Voilà, donc là tu as le nez en l'air et le cul baissé. Bon là, celui-là est vraiment, ce châssis-là était vraiment axé performance. Après, il y a moyen de faire des trucs vraiment funny, qui bougent dans tous les sens et tout. Ça, il y a plein de vidéos sur Internet. Donc, et puis voilà, hein. C'est rigolo quand même. Là, je vais dégonfler ce côté-là, mais bon, le châssis, il n'y a pas de poids. Là, quand il y a le moteur dessus, on arrive vraiment on voit vraiment mieux le résultat, quoi. Oui, plaît-il? Le GMC derrière est-il à vendre? Oui, le GMC derrière est à vendre. Nous avons déjà toutes les pièces. C'est un véhicule qui sera vendu 12 000 € avec les pièces livrées ou à peu près dans les 15 000 si c'est nous qui faisons toute la révision. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Jenny, si tu veux, on peut le montrer rapidement. Voilà. Oh, c'est bon? Oui, pas de questions sur la suspension. Parce que là, voilà, bon, je voulais montrer un peu que non, franchement, c'est super intéressant. C'est quelque chose qui est super fun après à rouler parce qu'on a quand même le côté safe. Celui-ci, est-ce que tu penses que quand il sera baissé avec le poids, il touchera par terre? Est-ce qu'il va lay frame ou est-ce qu'il va pas? Non. Parce qu'en fait, ça c'est un truc, quand vous avez un véhicule sur hydro ou sur suspension à air, vous avez soit le côté radical où quand il est complètement posé, et ben là, il frotte par terre. Et là, forcément, si d'un seul coup, vous perdez un boudin, vous risquez quand même après, il y a de frotter très très fort.
Ou sinon, vous avez la possibilité de le régler de telle façon à ce qu'il soit quand même très très bas, mais que si vous perdez l'air... Généralement, les fabricants de châssis comme ça mettent une marge de sécurité importante. Moi, je te rappelle mon C10. Ouais. Donc Salut Philippe. Voilà, Philippe, si tu nous regardes. Le châssis, en fait, j'avais designé la suspension afin que même si tu perds tout ton air, le châssis est à genre 2 mm du sol, donc il va frôler le sol, il va scraper, mais il ne va pas se planter dans le sol, en fait. Voilà. Donc ça, c'est important parce que si... Sécurité avant tout. J'ai vu des montages où quand tu dégonflais, les roues se levaient et le châssis posé par terre, et genre tout le poids de la voiture c'est le châssis. Donc là, ça peut être dangereux. Là, ça peut être dangereux. Imagine en pleine courbe. Et tout à coup, c'est le drame. Donc ça, toujours la sécurité avant tout. On s'amuse, on est les grands enfants, mais on fait attention. Donc la question est, est-ce que vous voulez... l'accent du Sud, mais je peux vous le refaire. Oui, on s'amuse, on est des grands enfants, mais on fait attention. Non, en fait, c'était mieux avec l'accent du Sud. Ça. Ouais, voilà. Donc la vraie question, c'est quand est-ce qu'on va l'attaquer? Ah, ça, c'est une vraie question. Il va peut-être falloir qu'on le fasse le soir et le week-end, ça. Mais bon, il faudra négocier avec mesdames. La possibilité. Moi, je ne fais que s'il y a des turbos. Ah là là. Twin Turbo LS, ça serait cool. Et donc, bien entendu, la patine va rester comme ça. Ah bah oui, ne nous posez même pas la question. Et non, nous ne le vernirons pas, puisque nous sommes en Californie. Après, si ça part dans un endroit où il y a besoin que ce soit verni, ça pourra être verni. C'est pas un big deal. Mais là, non, là, sinon on va faire sauter en l'air Jerry. Il va dire c'est une hérésie. C'est une hérésie. Et ce qui est drôle, c'est que tu vois, sur sa peinture, il avait un petit pinstripe tout autour de la cabine. Le pinstripe, il y a un pinstripe, bon là on le voit plus, mais devant on le voit encore bien. Ah, ouais. Et c'est assez rigolo. C'est un custom, c'est même plus un custom d'il y a quelques années. Là, c'est un custom de l'ère jurassique. Pinstripe, quand je suis né, quoi. En 75. Le truc, il est de 49. T'imagines que quand moi je suis né en 75, ce truc était déjà vieux. C'est quand même fort. Hein. Voilà. Ensuite, donc le GMC. Donc là, ce petit GMC qui est donc un Vendura de 85. Un Vendura qui vend du rêve. Donc avec ça, vous pouvez partir en voyage. Vous avez... Ah bah d'accord. Bah, j'ai mis des piles neuves qui n'étaient pas des piles neuves en fait. Bon, et ben ça va sonner le glas de notre petit live. Jenny, tu sais ce qu'on va faire avant qu'il s'éteigne à nouveau? On va finir comme ça. Regarde, on va juste enlever ça. On va rester à côté, bouge pas. Pour l'instant, ça fonctionne. Hein. Ouais, mais ça va se réteindre. Ok, donc, bah écoute, tu peux le montrer vite fait. Si ça s'éteint, vous débranchez. Donc voilà. Celui-ci, on n'a pas touché à l'intérieur. Il a un Captain Chair, puisqu'en fait, normalement, il y en a deux. Mais celui-ci, c'est un véhicule pour une dame qui était handicapée. Et donc, c'est un véhicule qui n'a pas beaucoup de miles, qui est en super bon état. Donc ici, tu avais le système pour la personne handicapée. Donc, on a la banquette à l'arrière qui se transforme en lit, avec 3 ceintures, plus la ceinture ici. Ce qui fait qu'en fait, tu peux avoir 4 personnes à l'arrière, plus 2 personnes à l'avant. Après, on peut retrouver un siège ici. Ça se trouve aussi, mais c'est pas forcément matché le reste. Et donc, voilà, cet intérieur... Voilà, on va continuer comme ça, en son comme ça, les amis. Vas-y, Jérémy. Donc, mais oui, 1 heure de live, t'as vu ça, Juju? Il y a des gens qui nous ont dit 1 heure de live, c'est trop court. Bah, pas de problème. Prochain investissement des piles. Non, mais en plus, on en a plein, je les ai changés, mais bon. Ça, en fait, le récepteur, pour tout vous dire, chers amis qui vous intéressez à la technique, le récepteur consomme énormément de piles, beaucoup plus que les émetteurs. Donc voilà, le petit récepteur ici. Voilà. Et ça consomme de la pile incroyable. C'est rigolo les petits rideaux. Mais ouais. Pour avoir de l'intimité. De la privacy. Et en plus, tu as le petit moonroof. Tu as la réhausse qui fait qu'une personne de taille moyenne. Regarde, une personne de taille, somme toute très moyenne, tient quasiment debout. Voilà. Et il y a le sunroof, comme ça tu peux dormir en regardant les étoiles. Donc un très joli
Très joli ciel de toit capitonné. Il faut parler bien dans le micro. Mais oui, je parle bien dans le micro, regardez comme c'est capitonné. Voilà. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Attention en reculant. Est-ce un V8? Et bien sûr, c'est un V8. C'est un V8 5 litres. Avec boîte automatique. 4 rapports. Non, non, vraiment cool. Et surtout, il est ultra sain. Il n'a pas de bruit et il n'a pas d'accident. Il n'a pas eu d'accident. Et surtout, un truc qui est cool, c'est que bien souvent, ces véhicules-là, comme il n'y a pas de caméra de recul. Pas de micro, Charles. Je sais, je parle très fort. Comme il n'y a pas de caméra de recul, le problème, c'est que bien souvent, ici, les gens, au fil des années, depuis 85, eh ben, les gens ils reculent à un moment où ils abîment quelque chose. Là, celui-ci, non. Il est vraiment impeccable. Voilà. Et ensuite, on va faire un dernier petit clin d'œil à notre ami Fabien. Donc, on avait Philippe qui était sur le coup du GMC, mais Philippe a eu quelques petites impondérables qui fait qu'aujourd'hui, attention à ça là, quand tu marches. Voilà. Et donc en fait, nous avons proposé ce véhicule-là à notre ami Fabien, qui lui est intéressé pour faire un montage éthanol avec une mécanique toute neuve. Et donc, on va travailler là-dessus. Oui? Tu veux que je le tienne? Allez, je le tiens. Comme ça, je le tiens, je parle. Tiens-moi ça. Voilà. Oui, voilà, éthanol, et donc ce GMC, on va mettre un 350 tout neuf avec de l'éthanol. On va développer ça. L'éthanol, je l'utilise depuis longtemps. Je connais bien ce carburant-là et l'appliquer sur un V8 à carbu, ça va être une première et c'est certainement une grosse découverte. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens intéressés parce que le prix de l'éthanol est quand même intéressant c'est un sujet sur lequel on va revenir. Dans un futur, comment ça va? Ouais, futur proche, puisque là on est vraiment au tout début de la recherche là, pour ce véhicule-là. Mais on a déjà fait une petite recherche et on va mettre un carbu spécial éthanol et en gros les lignes d'essence, tout ce qu'il faut pour que ce soit adapté. Pont de carburant, ligne et surtout des filtres pour filtrer parfaitement le carburant. Et à savoir que le véhicule sera 100% éthanol. Tu peux mettre un peu de sans-plomb pour te dépanner, ça tournera un peu riche quoi. Voilà. Mais le carbu est calibré pour marcher à l'éthanol qui lui a besoin de 30% de plus de carburant pour fonctionner de la même façon. Donc, mais qui coûte 70 centimes. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon les amis, merci à tous. Jérém, tu viens, on va dire au revoir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment. Maintenant, votre week-end, je déclare votre week-end officiellement ouvert. Voilà, et puis nous, on va continuer notre journée. Petit mot pour notre ami Stéphane pour sa Corvette. Donc Stéphane, on a reçu tes tapis, on attend encore la fameuse traverse de radiateur. Et on a reçu aussi, Alain, si tu nous regardes, on a reçu ta moquette rouge. Enfin, ouais. Voilà. Allez, messieurs, mesdames, excellent week-end à vous, portez-vous bien. Et merci d'avoir suivi ce live. Bye.